Bonjour, je m'appelle Svetlana Solomikina et voici mon histoire. Un gros merci d'être avec nous. Ce soir, on rencontre une femme qui est née à l'époque de l'Union soviétique. Pendant la guerre froide, elle a quitté à 22 ans pour ses études à Paris. Elle a un doctorat en sciences. Et elle a rencontré son prince charmant, avec qui elle vit depuis maintenant 30 ans. Et votre prince charmant vous a attiré près de son château à Québec, le château de Frontenac. Pas tout à fait Non? près du château, non, c'était à Loretteville, près du village Huron. OK, assez des paysans. Oui, c'est assez des paysans. Tout à fait après Moscou, la ville de 15 millions d'habitants, ainsi que après Paris, la capitale quand même de l'Europe, en quelque sorte, c'était assez des paysans. Vous avez grandi à Moscou? Non, je viens d'un petit village, 20 000 d'habitants à peu près, donc c'est 600 kilomètres à l'ouest de Moscou, pas loin de la frontière avec l'Ukraine, et ma famille y habite toujours. Et à cette époque-là, vous aviez aucune idée d'où se trouvait le Québec? Vous aviez jamais entendu parler du Québec, j'imagine? Si, dans l'histoire quand même, oui? parce qu'on apprenait la géographie, on apprenait quand même l'histoire, on apprenait aussi la culture francophile, donc on avait quand même une bonne idée. Qu'est-ce que c'est le Québec et qu'est-ce que c'est le Canada? Et qu'est-ce qui a fait que, du jour au lendemain, vous avez décidé de quitter l'Union soviétique pour aller faire vos études à Paris? Qu'est-ce qui vous a attiré du côté parisien? Est-ce que c'est l'amour de la langue française ou... premièrement, est-ce que vous avez étudié en français à Paris? Il y a beaucoup d'anglophones également là-bas. Oui, en fait, c'est une bonne question. Moi, je viens de ce petit village où on pouvait choisir à l'âge de 9 ans à l'école, soit on apprenait le français, soit on apprenait l'allemand, soit on apprenait l'anglais. Et l'anglais, c'était très, très populaire à cette époque-là, dans les années 80 au début, parce que c'était déjà la mondialisation. Et donc, moi, j'ai choisi, malgré ce phénomène de mondialisation, le français de par la beauté de la langue française et de par la richesse de la culture francophone. J'aimais beaucoup Édith Piaf, j'adorais beaucoup Joe Dassin. Ma maman, elle a même pleuré quand il est décédé, le pauvre. Donc, il y avait aussi Guy de Maupassant, il y avait Émile Zola, toutes ces œuvres-là, puis tous ces chanteurs de la chanson française m'ont bercé pendant mon adolescence. Alors, quand il y a eu cette occasion unique qui s'est pointée à moi à l'Université d'État à Moscou en sciences, et j'étais la seule fille qui apprenait le français, d'où peut-être cette chance que j'ai générée, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient aussi intelligents que moi, tu sais, au niveau des sciences, mais c'était vraiment le français qui a fait cette différence que j'ai pu être choisie par l'ambassade de France pour faire ma maîtrise à Paris. Donc, c'était un concours et j'étais la seule fille qui a été admise avec 9 garçons pour aller en France, à Paris. Vous aviez, j'imagine, un français impeccable à l'époque? Pas du tout. C'est comme un chien qui comprend, mais qui parle pas, qui jappe. Moi, c'était à peu près la même chose, donc c'était un petit peu particulier. J'aimais beaucoup le français, j'avais quand même un beau bagage, mais j'avais un peu de difficulté à m'exprimer parce que il faut se rappeler, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. On se rend pas compte du miracle que nous avons. Oui. Vraiment, la mondialisation a fait en sorte que nos enfants, puis nous, on peut voyager avec le passeport quand on veut, comme on veut, avec nos billets. À l'époque, ça prenait un visa, donc c'était vraiment beaucoup d'obstacles, et puis c'était quelque chose de miraculeux qu'on puisse parler, de traverser une frontière après la chute du mur de Berlin vers l'Occident. C'était pas banal, donc non, je parlais pas beaucoup français. C'était la route vers la liberté. Oui, c'était la fenêtre vers l'Occident, comme... Mais ça a dû être un choc quand même lorsque vous êtes arrivé au Québec. Vous aimez la langue française, vous parlez d'Édith Piaf et compagnie. Au Québec, il y a un accent quand même qui est distinct, qui est différent de Paris. C'est vrai que j'ai eu quelques difficultés au début. Dans le village Huron, j'imagine. C'est ça. Et puis en plus, c'était en plein hiver. Écoutez, on s'est mariés, François et moi, le 30 janvier 93. C'était le premier mariage à moins 35 degrés. Donc c'est sûr que quand je sortais dehors de la maison de mes beaux-parents, il n'y avait pas un chat dehors. Il faisait froid. Il y avait juste quelques voitures à peine. Et puis moi, je me demandais c'est où les gens. Donc c'était assez sauvage.
dans le bon sens du terme. Non, puis l'accent, quand je les croisais, ces gens-là, au IGA ou chez Métro, puis je voyais que le A, accent circonflexe, Oui. il fallait insister un petit peu plus. Je vous donne peut-être un petit exemple, si vous me permettez. C'était assez comique parce que ma belle-maman, à l'époque, on est allé faire des courses ensemble, puis là, elle dit, je vais aller prendre un café chez McDonald's avec mon oncle Jacques. Et là, je dis, Jacques? Jacques. Donc là, avec Svetlana. Avec Svetlana. Donc là, il a fallu vraiment que j'insiste un peu sur le A accent circonflexe, mais on le perd parce que c'est pas naturel dans mon cas. Comment s'est passée l'intégration ici au Québec? Est-ce que ça a été facile ou ça a été plutôt difficile? Est-ce que vous trouvez que les Québécois ont été accueillants avec vous? Ah, c'est excellent comme question. C'est que, effectivement, vous l'avez bien dit, il faut savoir distinguer l'accueil de l'intégration. Exact. Donc, l'accueil, ça a été très chaleureux. Puis, il faut se rappeler, à cette époque-là, 92, c'était peu de temps après la chute du mur de Berlin. L'espèce russophone, c'était une espèce plutôt exotique, rare. Donc, on était 18 à Québec même, à l'époque, avec des scientifiques de l'Université Laval qui étaient là dans le cadre des échanges avec Moscou. Mais en général, on était vraiment très, très peu nombreux. Et l'accueil était très, très chaleureux. Les gens, parfois, même touchaient ma peau. Est-ce que c'est vraiment une Russe? J'ai dit oui. Les gens étaient intrigués. Très intrigués. Donc, il y avait une dame qui dit, est-ce que je peux vous toucher? C'était quand même peu de temps après la guerre froide. L'intégration, c'est une deuxième dimension de l'immigration qui est complètement différente. C'est sûr que moi, j'ai commencé, je me disais, la plus belle façon de comprendre les valeurs de la société qui t'adopte, qui t'accueille, c'est vraiment en passant par l'université, par l'éducation. Donc, je me suis inscrite au doctorat à l'Université Laval. Et pour moi, ça m'a facilité peut-être ce parcours d'intégration parce que il a fallu que je comprenne qu'est-ce qui motive l'Université Laval, qui représente quand même une certaine perspective de qu'est-ce qui préoccupe le Québec. Sauf que le marché du travail, c'est une autre dimension qui est particulière parce que il faut que tu comprennes que c'est là où tu commences à patauger puis à faire tes pas, tes preuves. Maintenant, avec tes diplômes, hein, c'est tout un bouilli que tu as, là, tu sais, un diplôme de Moscou, un diplôme de Paris, un diplôme de l'Université Laval. Puis là, OK, qu'est-ce que tu sais faire? Concrètement, comment est-ce que tu peux faire atterrir maintenant tous ces diplômes pour que ça se transforme en un gain réel, pragmatique, au niveau des convictions professionnelles pour une entreprise dont tu fais partie. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ce qui m'a aidé, c'est probablement la mise en place d'un petit groupe multiculturel que j'ai comme identifié au sein de mon premier employeur et on a eu du plaisir à échanger ensemble. Quelles sont les difficultés? Je vous dirais que les équivalences de diplômes, c'est un obstacle énorme. Tu peux être docteur, tu peux être n'importe qui à l'étranger, mais quand tu arrives ici, il faut que tu aies cette humilité pour dire « j'ai beaucoup de choses à apprendre, peu importe mes diplômes », et c'est ça qui m'a sauvé, l'humilité. Le Québec est un endroit accueillant pour les immigrants, mais est-ce que vous trouvez que on divise quand même à un certain niveau les gens? Est-ce que vous trouvez qu'on intègre bien au niveau du travail? Est-ce que vous trouvez que à l'occasion, il y a comme deux groupes? Il y a les Québécois, pure laine, pure souche, et les immigrants qui vont se regrouper ensemble dans des communautés, dans des secteurs d'une ville, et qui vont souvent occuper des postes moins importants dans une entreprise. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une scission dans notre société actuellement? Oh, quelle question. Écoutez, moi, je vous dirais que quand on commence à bas d'échelle, je pense. Comment qu'on dit ça? Au début. Au bas d'échelle. Voilà, exact. Merci beaucoup. Alors, quand on commence au début, c'est sûr qu'on fait partie, puis on est tellement fiers, on est tellement heureux et content d'être là, dans ces premiers pas de l'immigration, qu'on voit pas nécessairement ces distinctions entre les Québécois et les immigrants. On veut faire partie de cette famille qui nous accueille au travail. Donc, ça va. Mais c'est plus qu'on avance, plus on comprend qu'il y a différentes échelles, il y a différentes catégories d'emploi. On comprend aussi quels sont les prérequis qui sont nécessaires pour passer d'un niveau à l'autre si tu veux grandir. Puis il y en a beaucoup ici qui arrivent, qui ont beaucoup de belles ambitions. Hein. Ils veulent vraiment que ça fonctionne. Ils veulent vraiment que l'immigration devienne un levier dans leur vie professionnelle pour faire cette différence qu'on souhaite quand on change de pays, pour ne pas être une plante verte. Et ils sont qualifiés. Et ils sont qualifiés, ils ont absolument, les papiers qu'il faut. Absolument. Donc il y a aussi une belle énergie. Il y a des papiers
qu'il faut, mais pas toujours. Au niveau des équivalences, aujourd'hui, on fait énormément d'efforts. Exactement. Mais à l'époque, écoutez, pour vous dire que moi, j'ai eu mes équivalences pas loin de 50 ans. Alors, c'est très lourd, pénible, ardu. Mais ça veut dire plus d'études, plus de travail, on recommence à zéro? Non, pas du tout. C'est parce qu'il faut que tu fasses une demande en fonction des critères que tu recherches par rapport à un emploi que tu vises. Donc, est-ce que tu dois traduire les choses vers l'anglais, vers le français? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Mais à l'époque, c'était quasiment des cabinets conseils qui devaient accompagner les immigrants s'il fallait qu'on trouve rapidement un emploi, peut-être au niveau un petit peu plus, je vous dirais, intermédiaire que le niveau d'emploi de base où c'était un petit peu plus facile. Vous savez, on est en pénurie d'employés depuis déjà quelques temps et la pandémie a accentué ce mouvement-là. Il y a plusieurs immigrants qui se retrouvent sans travail ou encore, comme vous l'avez dit, ils ont les papiers, ils ont les qualifications, mais on les utilise pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire pour faire avancer des choses? Est-ce qu'on a un pouvoir lorsqu'on est directeur ou président d'une entreprise ou ce pouvoir-là relève plutôt des paliers gouvernementaux? Écoutez, c'est les deux. Je suis certaine que c'est vraiment le maillage entre les paliers, différents paliers gouvernementaux, parce que là, on parle des 3 paliers, hein, municipal, puis provincial et fédéral, mais aussi les entrepreneurs puis les dirigeants de ces entreprises, parce que parfois, on peut avoir des programmes, mais si ces programmes-là sont pas mis en place au sein d'une entreprise, on peut pas aller plus loin. Puis quand je parle des programmes, c'est justement des programmes d'immersion. Je vous écoute et j'ai l'impression que c'est long comme processus. Est-ce que ça se peut? Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas du tout. Au contraire, effectivement, il faut accélérer les programmes d'immersion en entreprise. Ça, c'est clair. C'est très, il y a trop de formulaires, Oui, il y a encore beaucoup de paperasse, effectivement. Il y a beaucoup de technicalités. Alors, je sais qu'on est en train de revoir tout ça, puis ce sera optimisé, c'est parfait. Mais aussi, de l'intérieur de l'entreprise, il faut que les gens comprennent, tant les employés que les gestionnaires, qu'il faut vraiment s'investir pour accueillir puis aider à s'intégrer à ces personnes-là. Donc, on a toujours 24 heures par jour. Et puis, quand on est au travail, c'est sûr qu'il faut prévoir du temps au-delà de nos tâches quotidiennes pour accueillir puis aider ces personnes-là pour comprendre qu'est-ce qui motive l'entreprise puis comment ils peuvent contribuer à l'avancement de ce modèle d'affaires d'entreprise. Svetlana, vous êtes docteur en sciences. Vous êtes également femme d'affaires. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être dans les hauts niveaux, d'être à la tête d'une entreprise, surtout lorsqu'on est immigrante? Est-ce que c'est un double défi? Je vous dirais que, encore une fois, je suis optimiste, mais probablement pas naïve. Donc oui, je suis très optimiste maintenant, de plus en plus avec le discours de la parité homme-femme, de plus en plus de sièges qui sont réservés au sein des conseils d'administration ou bien autour des tables au niveau des entreprises c'est encore un peu macho, qui sont penchées au niveau des prises de décision. Je vous dirais que on y arrive. Moi, je sens qu'il y a quand même une belle lancée. Mais écoutez, entre 40 ans et puis 50 ans, je vous dirais, j'ai siégé sur différents conseils d'administration, ce qui a forgé mon caractère, peut-être aussi ma carapace qui sont nécessaires lorsqu'on monte au niveau exécutif. Et puis, c'est sûr qu'il faut comprendre aussi avec un savoir-être, en parallèle avec le savoir-faire, comment peut-on influencer une prise de décision autour de la table. Il faut savoir rallier des forces vives qui sont pas toujours cohérentes. Donc, il y a des divergences, il y a différents points de vue. Et en tant que jeune femme, je vous dirais, à l'époque, à 40 ans, lorsque tu fais partie d'un conseil d'administration d'une société d'État où il y a des gens qui sont très, très rodés par la gouvernance et la gestion des risques. Donc, moi, j'ai adoré cette expérience, cette école. Mais on y arrive. Je suis confiante, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Je vous dirais, oui, une femme compétente... Parfois, ça peut être une femme menaçante au Québec. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a comme enjeu ici au Québec dans les prochaines années? Entre autres, le changement climatique, j'imagine, c'est un des principaux enjeux au Québec?
Écoutez, c'est pas seulement un enjeu du Québec, moi je vous dirais, c'est un enjeu de la planète entière et c'est vraiment quelque chose qu'on doit entreprendre avec une lunette collective mondiale parce que c'est l'avenir de nos enfants, des générations entières qu'on est en train de réfléchir autrement. Et moi, j'ai de la chance de travailler dans ce secteur où on rebâtit un petit peu dans cette relance économique qu'on souhaite durable, de par l'application des technologies propres, comment est-ce qu'on peut faire autrement, tout étant plus riche comme société, plus riche au niveau de la culture, plus riche au niveau de l'économie, plus riche au niveau de nos valeurs. Donc, je trouve que vraiment c'est un momentum parfait pour repenser autrement l'avenir. Maintenant, c'est sûr que au-delà de ce défi en lien avec les changements climatiques, je vous dirais le défi aussi, c'est comment combattre le cynisme auprès des jeunes pour qu'ils s'impliquent dans cette relance aussi. Comment peut-on aussi leur inculquer la beauté de la langue française? Parce que veux pas, je disais il y a quelques années à certains de mes collègues autour des panels, puis c'est important, la colonne vertébrale du Québec, elle va passer par la beauté de la culture québécoise, par la fierté à l'égard de la langue française. Et puis tant et aussi longtemps qu'on se sent pas solide au niveau de cette colonne vertébrale, on est très vulnérable, très fragile pour se lancer au niveau de gros défis. Pensez-vous que les nouveaux immigrants, les jeunes qui arrivent au Québec et au Canada en particulier, sont attirés par le français ou davantage par l'anglais parce que c'est une langue internationale au niveau du travail? Écoutez, on a vu quelques débats récemment, puis je veux pas tomber non plus au niveau de l'échange avec une saveur politique, mais comme citoyenne, avant tout, je peux vous dire que si vous arrivez au Québec avec l'anglais, j'ai l'impression que c'est plus facile pour vous trouver un emploi dans les centres urbains. Ouais. Surtout, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis très contente d'avoir appris le français. Ensuite, j'ai appris par moi-même un petit peu l'anglais, mais j'ai cette chance d'avoir un emploi vraiment d'envergure parce que j'ai aussi un français qui vient avec ça. À l'inverse, quand on monte dans un système hiérarchique au Québec sans savoir parler français, moi je trouve que c'est un petit peu difficile et il faut que ce soit difficile parce que veut pas, la vraie langue parlée, maîtrisée au Québec, il faut que ça demeure le français. Et donc les immigrants qui arrivent ici, c'est pas un défaut. Au contraire, moi, quand je suis arrivée, puis même si j'avais comme une certaine base en français, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'étais comme un chien, je savais pas totalement m'exprimer de manière convenable. Il a fallu que je passe à travers ces épreuves. Mais savez-vous, j'ai passé mon examen canadien au fédéral pour avoir ma citoyenneté canadienne. En quoi est-ce que c'est gênant de passer les tests en français? Parce que c'est ça qui va m'aider ensuite pour gravir ces échelons sur le marché du travail. Au contraire, les immigrants sont contents d'apprendre le français. Vous dites que lorsque vous êtes arrivé ici au Canada, on vous a fait passer des tests de français, même si vous aviez étudié à Paris et que vous aviez un diplôme à Paris? Écoutez, oui, tout à fait. Vraiment? Oui, tout à fait. Non, il fallait vraiment... en fait, c'est pas tellement les tests de français, mais c'était les tests de valeurs, en quelque sorte. Les valeurs canadiennes. Canadiennes, et puis il a fallu quand Avez-vous même apprendre... chanté au Canada? Ben oui, puis écoutez, avec ma voix sympathique, séduisante, j'étais pas mal dans un cul-de-sac en arrière de la salle parce que j'étais hyper gênée, mais au contraire, c'était un moment tellement sympathique dans ma vie, puis vraiment dont je suis fière, parce que tu dis, c'est normal, quand tu viens au sein d'une famille, il faut que tu comprennes c'est quoi les valeurs de la famille, c'est quoi la langue que cette famille-là parle. Donc, moi, je me dis au contraire, si on n'a pas compris ça, ni les valeurs, ni la langue, ça va être difficile de faire partie intégrante de cette société et ce sera difficile d'aller peut-être au niveau des échelons professionnels qui vous stimulent. Vous avez utilisé le mot difficile. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez trouvé ça vraiment difficile et que vous avez dit, je sais pas si j'ai envie de continuer dans ce pays d'adoption? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été particulièrement difficiles? Énormément. Comme quoi? Énormément. Vous me faites parler au niveau des moments, effectivement, où, en tant que femme immigrante, même si mes 2 garçons adorables sont venus au monde ici au Québec, nos racines nous appellent. Nos racines nous appellent et puis on est comme un arbre. On nous a greffé quelques branches avec l'immigration, mais les racines demeurent de cet arbre. Ouais. Mes 2 garçons, donc, sont venus au monde ici au Québec, mais moi, je me sentirai jamais
entièrement québécoise, malgré tout l'accueil que le Québec m'a offert, les bras que certaines personnes m'ont ouverts. Il y a des moments pénibles à vivre quand on est peut-être au niveau des Est-ce que c'est la famille qui vous manque davantage? Écoutez, c'est certain. Vos proches? Puis, absolument. Écoutez, la dimension humaine, le facteur humain, c'est quelque chose qui est primordial et qu'on n'oublie jamais. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ma maman, elle habite encore dans mon village natal avec mon frère. Papa est décédé depuis plus de 30 ans. Et à tous les jours, je parle à ma maman. Puis pendant la COVID, ce qui est pénible, c'est qu'elle a vécu deux épisodes COVID et je savais pas si j'allais la retrouver, si j'allais la revoir. Puis récemment, j'étais en Europe dans le cadre de mes fonctions en France et puis je pouvais pas la faire venir. Puis aujourd'hui, je peux pas non plus y aller en Russie parce que la vaccination n'est pas reconnue en Occident, la vaccination russe et puis vice-versa. Donc ça devient très, très difficile. Puis ça, c'est un exemple concret à quel point parfois la réalité imprévisible fait en sorte qu'on trouve ça très, très difficile, l'immigration. Je vous dirais aussi, la culture, savez-vous, c'est comme une recette, on peut mélanger beaucoup de belles choses, puis à la fin, ça goûte bon, mais tu dis, mais ma première recette, elle était peut-être la mienne, puis elle était pas si mauvaise, puis ça saigne, ça nous appelle. En tout cas, moi, je trouve que je suis profondément russe, avec une belle couche québécoise, donc les deux s'amalgament, et puis je vis bien, mais je vous dirais que je réfléchis à mon âge maintenant, après 30 ans d'immigration, si à la fin de ma vie, je voudrais pas retourner pour être enterrée à côté de la tombe de mon papa. Oui. Ça a été difficile de faire le chemin pour venir jusqu'ici au Québec, au Canada. Ça peut être difficile aussi de retourner en Russie 30 ans plus tard. Beaucoup de choses ont changé. Mais ça se fait, c'est possible. C'est possible, je suis pas la seule, puis il y en a plusieurs qui repartent à la fin de leur vie pour retrouver le berceau d'où ils viennent. Comme j'ai ce contact quand même régulier avec ma famille, mes amis qui sont très, très précieux dans ma vie, qui m'ont encouragée dans ce parcours d'immigration, qui m'ont rappelé souvent que j'ai toujours été forte et puis il faut persévérer, les enfants sont ici. Je tiens à vous dire que ce contact, cette communication constante font en sorte que, oui, tu es parti, mais c'est comme ta maison ici, tu t'en vas peut-être pour tes vacances, puis tu reviens, tu es encore dans ta maison, tu es chez toi. Tu retrouves rapidement ton lit, puis ta cuisine avec tes façons de vivre. Ici, c'est la même chose. Je suis pas inquiète, malgré le régime qui a changé, malgré le fait que les gens, certainement, ont évolué, il y a quand même des assises qui bougent pas, ce qui fait en sorte que la maison s'écroule pas, et puis on continue à vivre. Est-ce que vos enfants parlent russe? Ils comprennent, mais à Québec même, à l'époque, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a un petit centre, puis j'encourage, puis je trouve que c'est tout à fait privilégié d'avoir ça maintenant à Québec, avoir ce contact avec la culture russophone. Mais à l'époque, il n'y avait pas de centre comme ça. Donc, ils comprennent, mais ils parlent pas si bien. On est tombé dans la nostalgie pendant quelques secondes. Maintenant, si on regardait du côté des prochaines années, vos prochains défis s'annoncent comment? Oui, mes prochains défis. Écoutez, justement, mes prochains défis au niveau professionnel, s'il fallait mentionner quelques-uns, je suis au centre du Québec, et entre Montréal et Québec, la ville de Québec, pour diriger un magnifique projet de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Comment peut-on décarboniser l'industrie lourde et portuaire du Québec, ainsi que les milieux urbains pour être moins polluants? Alors, c'est un magnifique projet qui fait en sorte que je me sens privilégiée de bâtir cet avenir ensemble avec une équipe forte et puis compétente pour nos enfants. Vous savez, vous parlez d'enfants, vous parlez d'avenir et vous avez parlé d'environnement tout à l'heure. Ma fille de 9 ans, Ariel, m'a dit « Papa, tu as une voiture électrique, tu es mon super-héros. » Et je pense que les enfants sont de plus en plus conscientisés. Absolument. Oui. Et puis écoutez, c'est eux qui vont nous rappeler qu'il faut qu'on modifie nos façons de vivre et puis d'être. Alors c'est le moment. C'est le côté positif de la chose. C'est le côté positif. Puis il fallait qu'on y arrive. La pandémie a accéléré probablement cette conscience qu'il fallait pour faire ce virage. Moi, je vous dirais, les voitures électriques, c'est une chose, mais je veux pas non plus bifurquer vers ce genre d'échange, mais
Savez-vous, j'ai téléphoné à un concessionnaire à Québec il y a 3 jours, puis j'ai dit, écoutez, on m'a parlé que vous aviez une voiture alimentée à l'hydrogène. C'est ça que j'aimerais. Puis j'ai dit, est-ce que c'est sécuritaire pour faire la route pendant l'hiver avec les tempêtes et tout ça, tout ce qu'on connaît au Québec? Puis il dit, écoutez, il n'y a pas de roue motrice, mais je pense que vous êtes quand même correct de faire la route jusqu'à Trois-Rivières. Mais j'ai dit, si je suis mal prise sur l'autoroute, je fais quoi? Il n'y a pas de station, tu sais, il n'y a pas de station de ravitaillement encore. Alors ça va être un prochain défi aussi d'avoir tous les moyens nécessaires pour accomplir ce défi qu'on s'est donné ambitieux. Svetlana, c'était un immense plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance d'échanger davantage éventuellement. Et de chanter ensemble. Et de chanter en russe et en français. Ah oui, tout à fait. Je vais pratiquer. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ça a Spasiba. 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 До свидания. Au revoir. Merci.